Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Tandems où cette fois j'invite Pauline et Romain de l'équipe Shiseido à nous faire un retour d'expérience sur un framework qui s'appelle l'Inside Quality Score. Donc, je ne spoil pas plus parce que vous allez tout savoir sur l'Inside Quality Score à la sortie de ce webinaire. Mais avant toute chose, une petite présentation parce qu'il y en a de nombreux d'entre vous qui ne sont, c'est la première fois que vous venez à un de nos webinaires Tandems. Donc juste au cas où, je vais me présenter, je vais présenter la boîte et je vais faire une petite introduction de pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui avec Pauline et avec Romain. Et ensuite, je passerai la parole aux principaux intéressés. Alors, moi, je m'appelle France, je suis cofondatrice et CPO de Tandem, je suis UX designer de métier et je fais de l'UX research depuis que je fais de l'UX design parce que la research, c'est hyper important. Je ne considère que je ne peux pas faire mon métier de UX designer correctement si il n'y a pas eu de research avant. Or, dans mon métier précédent, c'était très difficile pour moi de faire de la recherche utilisateur. Je la faisais soit pas avec les bonnes personnes. Et je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir mieux à faire, une meilleure façon de faire de la recherche, au moins en tout cas de la faire avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça que j'ai créé Tandems en 2020. Tandems, on est une plateforme de recrutement de participants à la recherche utilisateur en self-service. L'idée, c'est qu'en quelques clics, vous pouvez rentrer vos critères et trouver des personnes qui correspondent à vos critères pour tous vos types de recherche utilisateur. Ça peut être du modéré, du non modéré, avec des cibles pro, des cibles de consommateurs. Aujourd'hui, on a à peu près 200 entreprises qui nous font confiance pour le recrutement de leurs utilisateurs, pour leur recherche utilisateur. Donc voilà. C'est dans le cadre de Tandems que j'ai rencontré donc Pauline, puisque on travaille avec Pauline. Pauline utilise Tandems depuis quelques années déjà. Et donc, du coup, on échange beaucoup à la fois sur nos métiers, sur les problématiques du milieu, sur ce que c'est que faire de la recherche, ce que c'est que de l'évangéliser au sein d'une entreprise. Et c'est un peu au cours de ces discussions que nous est venue à l'idée de faire cette collaboration, ce webinaire ensemble. Parce que en fait, on parlait de ce qui ressort de la recherche, c'est-à-dire les insights, et de comment est-ce que derrière on les applique au sein d'une entreprise. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle voyait des entreprises où soit on ne voulait pas refaire de la recherche parce qu'on considère qu'on avait déjà des insights, soit où on en avait trop et on ne savait pas trop où donner de la tête. Et moi, j'étais plutôt alignée avec sa vision des choses et je trouvais que c'était hyper intéressant l'expérience qu'elle avait eue, notamment l'expérience qu'elle avait eue au sein de Shiseido. Et donc, du coup, je l'ai invitée à venir partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Et elle le fait conjointement avec son collègue chez Shiseido, Romain, avec qui elle a travaillé main dans la main pour mettre en place ce système. Voilà, j'en dis pas plus que sinon je vous spoile trop et je passe directement la parole à Pauline. Du coup, bonjour. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter un peu et vous voyez que en fait, Romain et moi, tout nous oppose, que Romain adore la mer et moi, j'adore la montagne. Donc, on n'était pas destinés à travailler ensemble, mais finalement, tout s'est bien passé. Romain, vas-y, je te laisse te présenter, toi qui es le dieu du surf. Exactement, donc tout nous oppose, toi dame de la montagne et moi homme de l'océan. Voilà, passionné de surf, de plongée, de navigation. On s'est quand même retrouvé avec Pauline à Paris, elle pour des raisons pécuniaires et moi pour des raisons amicales à Annecy. N'empêche que voilà, pour revenir à qui je suis, je m'appelle Romain, je suis lead product et CRO manager chez Shiseido depuis maintenant 4 ans. Dans mon équipe, du coup, j'ai les PM, designers et UX researchers. Et donc, je suis en charge de la roadmap d'expérimentation et de développement pour 3 marques, Shiseido, du coup, la maison mère du groupe, Nars et Drunk Elephant sur la région IMIA. Parfait. Et ben moi, du coup, je m'appelle Pauline et donc je suis fan de montagne. J'habite à Annecy. J'ai passé 10 ans chez Publicis Sapiens. En fait, je m'occupais de toute la partie research. Et depuis septembre, j'ai fait le grand saut et je me suis mise en tant que freelance. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec Romain et toute l'équipe pour ma première mission. Mais avant de parler de ce qu'on a fait chez Shiseido, c'est important de revenir un peu sur la jeunesse, la jeunesse, pas du tout, la genèse de l'IQS. Il est tard, je suis fatiguée. Et comment, en fait, je suis arrivée
mettre en place un tel framework, bref, d'où c'est venu. Le truc, c'est que tout a commencé, c'était en 2020, c'était en plein Covid. Chez Publicis Sapient, en fait, on avait un client et on commençait vraiment à bosser avec lui sur toutes les value propositions qu'on pouvait mettre en place. Et quand il nous a dit, bah, écoutez, on n'a pas besoin de faire de research parce qu'on sait déjà tout de nos clients. Et j'étais là, je pense que ce n'est pas vrai. Mais bon, en gros, on n'avait pas forcément le budget pour faire de la research et puis il fallait de toute façon un angle. Et donc, on a demandé à avoir toute la documentation pour déjà essayer de comprendre un petit peu plus quels étaient les enjeux de leur cible. Donc là, on a utilisé Airtable pour catégoriser toute la doc. Donc, on a eu plus de 200 documents. Donc, je vous rassure, il y en a qui c'est des bébés documents. Ils faisaient 3 pages. Donc, ça allait. On n'a pas fait non plus énormément de nocturnes. Et on a classé tout ça par pays, par type de document, par entreprise, parce que c'était un groupe où il y avait plusieurs filiales, par date pour savoir si c'était récent ou pas, etc. Le problème avec tout ça, c'est qu'on avait fait les bons élèves, on était bien disciplinés, on avait tout catégorisé, mais en fait, on n'était pas forcément plus avancé pour extraire les insights qui avaient le plus de valeur pour se dire, bah voilà, sur ce value pool qui correspond à tel insight, en fait, on va plus le mettre en avant qu'un autre. Alors évidemment, on pouvait le faire d'un point de vue business parce que il y avait toute une évaluation qui était faite, mais en tout cas, on ne savait pas forcément si d'un point de vue customer, cet insight-là avait les reins plus solides qu'un autre. Et du coup, je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on fait pour apporter de la valeur d'un point de vue customer, qui est souvent le parent pauvre, parce qu'il y a toujours le business, la tech, etc. Mais on oublie souvent quand même de parler à ses utilisateurs. Je me suis dit, bah, en fait, idéalement, on va essayer de switcher et de ne pas parler on a fait plein d'études, donc on sait tout, mais plutôt, en gros, parmi les études que vous avez, en fait, quels sont les insights qui sont les plus qualitatifs. Du coup, j'ai appelé ça IQS pour Insight Quality Score, parce qu'en anglais, c'est toujours mieux qu'en français, sinon ça ferait IQS ou score de qualité insight, donc SQI, ce qui n'est pas top, alors que IQS, en vrai, ça sonne mieux. Et du coup, qu'est-ce que c'est concrètement que cet IQS? En gros, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui définit la qualité d'un insight. Donc, en gros, un des premiers critères, c'est est-ce qu'il est fiable? Est-ce que l'insight est valable? En gros, quelle est la représentativité de l'échantillon s'il y en a un? Est-ce qu'il y a une triangulation des données ou pas? Quelle est la récence de l'étude? Bref, toutes ces choses qui nous permettent de dire qu'un insight est plutôt fiable. Deuxième truc, c'est la cohérence. Est-ce que, par exemple, si on a plusieurs sources, est-ce que, en fait, on ne va pas avoir des choses qui sont contradictoires? Par exemple, si je vous dis, bah, tiens, telle étude du BCG dit que les gens préfèrent la glace à la vanille et l'autre de McKinsey, enfin, les pauvres les citent, mais en fait, j'ai rien contre eux, hein, disent qu'ils préfèrent la glace à la fraise. Du coup, en fait, on se retrouve avec deux sources qui sont contradictoires. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas se baser forcément là-dessus. Le troisième critère, c'est l'exhaustivité. Est-ce qu'en fait, les données sont complètes ou partielles? En fait, est-ce que l'insight, il est suffisamment clair ou est-ce qu'il y a énormément d'interprétations qui peut être faites en fonction de la personne qui va lire l'insight? Et le dernier truc qui correspond aussi à l'exhaustivité, c'est l'actionnabilité, un terme qui n'est pas français, mais j'ai quand même décidé de l'inventer. Est-ce que, en gros, quand on lit l'insight, on se dit tout de suite, ah oui, j'ai des idées de solutions. C'est un peu comme en design thinking, quand on a nos design challenges. Si tout de suite on est un peu excited, si on se dit, je vois tout de suite potentiellement des idées qui naissent, on se dit, ok, là, je peux vraiment faire quelque chose d'actionnable et je peux aller concrètement voir les designers, les PO, etc., pour qu'ils en fassent quelque chose. Euh, pour chaque critère, l'idée, c'est de le noter entre 1 et 4. Et donc, en gros, plus un insight est excellent, plus il a coché toutes les cases. Donc, en gros, s'il n'est pas cohérent, exhaustif, bon, bah, globalement, il sera plutôt moyen que excellent. Et alors après, si aucune case n'est cochée, alors là, c'est que c'est un insight fantôme qui n'existe pas. Il y en a beaucoup qui se baladent chez les clients où en fait les gens sont persuadés de quelque chose
c'est basé sur rien, mais ces insights-là ont la vie dure. Et un des objectifs aussi de l'IQS, c'était de démontrer ça chez le client, de dire attention, c'est pas parce que, par exemple, vous êtes persuadé d'un truc que c'est vrai. Et surtout, il faut faire attention au syndrome du grand chef à plume qui a décidé d'un truc et en fait, toutes les équipes suivent parce que c'est lui qui est hiérarchiquement supérieur. Donc voilà, l'idée, c'était de mettre un peu plus d'objectivité dans les insights pour s'assurer de la qualité de tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec notre client? Ben, en fait, on a repris Airtable et on a attribué un niveau d'IQS à chaque insight. Et ça nous a permis en fait d'alimenter le backlog en fonction des besoins business et tech, mais d'avoir surtout les reins solides. J'aime beaucoup cette expression, mais pour se dire, voilà, on est sûr que cet insight-là, il est pertinent et que si on avance dessus, on ne va pas prendre une décision qui sera ultra risquée. Donc là, on l'a intégré sous forme d'un customer de journée parce que globalement, c'est quand même plus sympa qu'un catalogue Airtable. Mais l'idée est la même, c'est vraiment d'avoir la data qui puisse être retrouvée partout pour pouvoir prioriser ces différents insights. Donc ça, on l'a fait pour ce premier client et on a fait la même chose chez d'autres clients. Là, vous avez un autre exemple avec une sorte de grand mural très pénible à faire et très, très long. Mais l'idée était la même, c'est de se dire, voilà, on a tous ces insights qu'on a répertoriés, quels sont ceux qui sont excellents et quels sont ceux qui sont vraiment pas bons. Et tout en bas, en fait, vous avez ceux en violet qui sont carrément contradictoires et qui, du coup, en fait, c'est difficile de se baser là-dessus pour créer des value pools. Il y a un truc qui est intéressant aussi dans les deux petites colonnes que vous voyez à côté de l'IQS qui est coloré. C'est en fait deux études qui ont été faites et qui ont priorisé les différents insights, mais avec une priorisation différente. Et donc, du coup, on avait déjà des incohérences là-dessus. Et quand on a récupéré d'autres données, en fait, on a pu se rendre compte que les insights qui étaient numéro un dans une étude, en fait, ce n'étaient pas forcément ceux qui étaient les plus pertinents. Donc ça nous a permis aussi de vraiment essayer de streamliner un peu toute la documentation pour justement en sortir les insights les plus pertinents sur lesquels ensuite avancer. Parce que bon, en gros, en fait, c'est très bien de classer les insights avec un niveau d'IQS, mais c'est parce qu'on fait un truc derrière. On ne s'arrête pas là. Et c'est justement ce dont Romain va nous parler dans la deuxième partie. Yes, merci Pauline. Donc déjà, pour débuter, quelques mots sur la marque, parce que mon employeur le demande, et pour que vous compreniez également voilà, quels sont nos enjeux et quelle est l'industrie même. Donc, éclaircissons les choses directement. C'est Shiseido, pas Shiseido ou Shiseido. Je le dis ça parce que notre nom il est écorché des centaines de fois par jour et il faut remettre l'église au milieu du village. Donc Shiseido, c'est avant tout un groupe japonais composé de 33 marques, dont 9 qui sont distribuées en IMIA, qui est mon scope géographique. Pour quelques chiffres business, on a 19% de croissance en 2023, secteur du luxe oblige. Et plus factuellement, en IMIA, on compte 8 pays pour un trafic de 5 millions de visiteurs uniques par an, évidemment. Maintenant, le problème ce qui s'est posé, et pour donner un peu de contexte, de liant sur le début de notre aventure, au début de notre collaboration avec Pauline, en fait, on venait d'introduire l'UX Research et on avançait à une cadence très prudente, pour ne pas dire très chill. En revanche, côté data analyse, on était beaucoup plus mature. On avait beaucoup de données quantiques qu'on pouvait choper sur Google Analytics, Content Square, etc., qui nous renseignaient sur les frictions rencontrées par les utilisateurs sur nos sites. Mais c'était quand même hyper difficile pour nous de formuler des insights fiables qui expliquaient ces données et en quelque sorte les raisons des comportements de nos utilisateurs. On était obligé donc de vraiment tout tester pour s'assurer voilà, qu'on trouvait les bonnes solutions et en toute transparence, la majorité de nos tests ils étaient négatifs ou en tout cas, on venait impacter nos KPI secondaires comme le CVR. Donc, ça ne nous allait pas du tout dans notre perspective de revenus. Donc, comme solution, on a voulu… J'ai merdé sur le passage de slide. Donc, comme solution, on a voulu accélérer l'UX Research, évidemment, et c'est là que Pauline est arrivée, avec une méthode de UX Research plus carrée. On pouvait enfin mettre des mots et des explications sur les comportements de nos utilisateurs. Et c'est là
qu'on a dû faire face à la problématique dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire comment agréger des données de différentes natures pour en faire un insight activable. Donc ça, c'était important pour nous parce que c'est bien beau d'avoir des témoignages de clients qui nous disent quoi faire, mais en tant que PM et product designer, on doit être en mesure de savoir si un témoignage, en fait, c'est vraiment une opportunité business et vraiment activable. Du coup, on a adapté la QS et pour ce faire, on a passé voilà, pas mal de frameworks en revue et la QS qui était très fortement recommandée par Pauline a retenu notre attention. Donc, souvenez-vous des 4 critères qu'on peut voir ici et qui ont été présentés par Pauline. Ils sont très bien, hein, on est tous d'accord voilà, que pour qu'un insight soit excellent, il faut qu'il soit à la fois fiable, cohérent, exhaustif et actionnable. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière chaque critère? Il fallait qu'on y réponde et surtout que toute l'équipe soit alignée sur leur définition. Donc, on a commencé par définir la fiabilité via 3 critères. En premier, combien de sources de données viennent étayer cet insight? Donc, plus il y a de sources différentes et de nature différente, donc anti-quali, ça peut être des tests AB, des questionnaires, etc., plus on réduit la marge d'erreur. Deuxième critère pour la fiabilité, c'est quelle est la fraîcheur de la donnée. Donc, quand une donnée est vieille, en fait, il y a des chances qu'elle soit obsolète parce que possiblement votre clientèle a évolué comme votre parcours client. Et donc, c'est important de venir dater les données quand vous les prélevez. Et quand on fait de l'atomic research, c'est important aussi de définir une cadence ou en tout cas un certain moment à laquelle voilà, une info devient obsolète et qu'il faut l'acheter. Et enfin, troisième critère pour évaluer du coup la fiabilité d'un insight, c'est à quel point la recherche a été rigoureuse. Parce que là, ça, c'est un terme quand même très vague. Donc, quand on est en atomic research encore ou simplement quand on a un pool de données assez large, comme Pauline a dû faire face, on peut se sentir parfois pousser des ailes et commencer à relier des données entre elles pour sortir un insight. Sauf que voilà, c'est comme en journalisme, sortir une donnée de ce contexte, ça peut être très tricky et en tant qu'analyste, on peut être biaisé. Donc ça, c'est un exemple vécu. Par exemple, tu commences à dégager un semblant d'insight, mais tu as besoin de données pour le justifier. Et là, voilà, tu commences un délire paranoïaque où plein de données qui dormaient depuis 6 mois, elles convergent d'un coup dans ton sens et tout est génial. Mais sauf que ça, c'est dangereux parce que on va transmettre un insight caduc au PM et c'est pour ça qu'on met plus de confiance dans des données provenant d'une recherche dédiée au sujet en question. Ensuite, il nous a fallu définir qu'est-ce que la fiabilité d'une donnée. Donc là, on vérifie justement leur convergence. Donc, est-ce qu'elles pointent tous vers le même insight? Et enfin, est-ce que la formulation faite par l'analyste est activable? Donc ça, c'est très important pour nous parce qu'on a fait face à pas mal de problèmes. C'est très important de se caler sur un template de formulation pour pas que les PM ils se retrouvent à devoir activer voilà, des mantras qui ne veulent rien dire et qui peuvent du coup s'avérer partir dans la mauvaise direction. Et donc, pour savoir si un insight est validé, une fois qu'on a noté tous nos petits critères, on fait simplement la moyenne et on envoie l'insight à la poubelle s'il est trop bas, on recherche additionnel s'il n'est pas assez fiable ou au PM s'il est activable. J'ai vu qu'il y avait des questions, peut-être que j'y réponds maintenant. Il y en a une. Comme tu veux, Romain, effectivement, il y a eu plusieurs questions qui sont posées. Euh, Est-ce que tu en avais une en particulier que... Non, 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 non. Comment on fait l'extraction de données lorsqu'on a beaucoup de données de différentes natures? Du coup, nous, c'est comme disait Pauline, ça c'est la question, c'est moins posée que dans son cas avec Publicis parce que on venait d'introduire l'UXR par exemple, donc déjà nos données quali pardon, étaient assez fraîches. Maintenant, les données quanti pour les trier, déjà on s'est calé en fait sur des critères de fraîcheur et d'obsolescence. Donc, par exemple, si on avait des données qui étaient trouvées, enfin, propres à un comportement sur une feature qui avait été développée il y a une plombe mais optimisée récemment, et elle pouvait être caduque. Et pour ce qui est des outils, nous, on utilisait Airtable, encore une fois, donc très pratique pour ajouter des critères aux données et pouvoir voilà, faire des fils plus facilement. Je ne sais Et pas si ça puis, te répond à ta question, Mathilde. peut-être dans des cas où tu n'étais justement pas chez Shiseido et où justement tu devais plutôt extraire des données existantes, enfin analyser des données existantes, est-ce que tu as des outils que tu recommandes aussi pour ce genre de moment où tu as un gros flux de données legacy que tu maîtrises pas, tu connais pas le contexte, etc.,
pour bien les analyser et le faire pas en un temps trop long? Euh, Honnêtement, j'ai pas eu ce cas, moi, personnellement. Je sais pas si toi, Pauline, tu peux en parler. Bah, moi, je fais pas mal d'expérimentations avec l'AI, forcément, dans la limite de la confidentialité des données et de la gratuité des outils. Donc, il y a des outils bon, qui sont forcément tous payants pour que ça fonctionne bien. Mais moi, alors, après, ça, c'est une question de repository aussi, hein. C'est, en gros, on dévie un peu du sujet, mais c'est faut pas être non plus trop ayatollah de l'atomic research parce que après on va rentrer dans des débats sans fin de ça c'est une observation, enfin c'est une expérimentation et du coup c'est cet insight, etc. Et là ce qu'on a mis en place chez Seido et même chez d'autres clients, c'est de se dire bon bah voilà, j'ai une observation ou quelque chose, enfin voilà un signal faible ou fort. Et en fait, là, plutôt que de faire des observations, des insights, machin, on va plutôt dire on va le classifier en disant bah, ça c'est plutôt une hypothèse, ça c'est plutôt une observation, et puis de se dire bah voilà, ça on relie entre les deux, plutôt que d'essayer d'être hyper rigoureux sur cette méthode-là. Pour la classification, pour les repositories, après, tous les repositories type Dovetail, machin, c'est toujours une usine à gaz quand les gens essayent de le mettre en place. En fait, ils se rendent compte que c'est l'enfer sur Terre. Airtable, c'est très simple, c'est très facile. Moi, ça, c'est ce que j'aime bien utiliser généralement. Et jusqu'à présent, ça a assez bien fonctionné. Top. Voilà. Eh ben, pour l'instant, Romain, je te laisse continuer. Ok, ça marche. Ça marche. Du coup, si tu peux passer. Ouais, voilà. Donc, ensuite, donc, une fois qu'on s'était tous accordés sur la QS et ses critères de notation, il fallait qu'on l'inscrive en fait dans un workflow de recherche plus global. Donc, déjà, à l'initiative de nos recherches, pour qu'elles soient plus rapides et plus efficaces et activables, il fallait cadrer les demandes de recherche via un template accessible à tous nos stakeholders. Le problème chez nous, c'est qu'on avait systématiquement en fait des demandes d'études par page, mais c'était très limitant. Exemple, bah, pour pousser un utilisateur à ajouter au panier, du point de vue de certains stakeholders et de moi parfois, il fallait pas simplement étudier et optimiser la page produit. Par là, je veux dire qu'il faut permettre à l'utilisateur voilà, de naviguer plus facilement, de comparer nos produits plus facilement pour qu'enfin il se retrouve sur la page produit et l'ajoute au panier. Donc, des études voilà, par but, etc. Il fallait amener nos stakeholders à penser comme ça. Et donc, dans la formulation et le template, on les accompagnait là-dessus. Donc, une fois qu'on avait nos demandes, il fallait qu'on les priorise. Ça, honnêtement, on n'a pas encore trouvé de formule magique, car il faut prendre en compte plein de paramètres fluctuants, comme bah, chez nous, vu qu'on est un site de e-commerce, le calendrier d'animation commerciale, les développements en cours sur les pages, les A/B tests, etc. Donc, si vous avez d'ailleurs une équation quantique qui permet de prioriser ça, avec plaisir. Et enfin, une fois qu'on avait fait les recherches, qu'on avait notre fameuse IQS, il fallait prioriser les insights. Parce qu'avoir en fait le niveau de fiabilité d'insights, c'était satisfaisant pour les faire venir dans notre backlog d'activation. Maintenant, ça ne nous donnait pas le niveau de priorité business. Et donc là, il fallait vraiment qu'on définisse de nouveaux critères en fait pour les prioriser, parce que évidemment la bande passante des PM et product designers est limitée. Euh, donc, on a fait un workshop là-dessus avec Pauline et toute l'équipe où on a mis à l'épreuve différents frameworks en réel avec des vraies données. Donc, il y avait le RICE, le PXL, il y avait plein de choses. Et celui qu'on a retenu, voilà, c'est celui qui permet de prioriser l'insight par potentiel business via 3 critères. Le premier, c'est est-ce que l'insight porte sur une feature qui rapporte de l'argent. Donc, s'il est lié à aucune feature existante, et évidemment que c'était l'exploratoire et qui vous donne des idées, on peut faire un calcul estimatif d'un gain. Autre critère, est-ce que l'insight, il affecte beaucoup d'utilisateurs? Car on sait que qu'une feature à 100 000 euros qui convertit juste une personne, c'est moins intéressant qu'une feature à 1 euro qui en affecte 1 million. Et enfin, troisième critère, c'est est-ce qu'un insight, il est facilement activable? Et là, c'est vraiment propre à notre orga chez nous, donc les grosses boîtes, il me semble qu'il y avait une question dessus, c'est qu'on sait qu'on peut facilement activer une optimisation produit
En revanche, lorsqu'on a besoin voilà, du soutien ou en tout cas d'impliquer une autre équipe dans l'actionnabilité, ou même qu'il faut choper un budget supplémentaire pour débloquer l'action, c'est tout de suite plus compliqué et donc ça rajoute un cost of delay. Et ça, c'est évidemment à prendre en compte. Je suis en mute. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'aurait pas abordées sur cette partie avant que je rentre un peu plus dans le concret? Il y a une question, mais peut-être que tu y répondras dans ta partie aussi, Pauline. Mais Mathieu demande, je pense que c'était peut-être pas clair pour lui, euh, dans cette priorisation de business, est-ce que tu prends en compte l'IQS? Enfin, comment tu Alors, fais le lien entre les deux? c'est une bonne question, c'est une bonne question. Alors en fait, c'est complètement décorrélé. En fait, nous, ce dont on a besoin, enfin, là je parle en produit, mais plutôt dans l'aval de l'équipe produit, donc pour les product designers et les product managers, en fait, eux, ils vont se dire qu'à partir du moment où un insight a été validé, donc sa véracité tamponnée et son actionnabilité également, ils lui font confiance et du coup, maintenant, ils vont le prioriser seulement en matière d'apport de valeur, donc que ce soit business, hein, via du revenue, ou via de l'expérience utilisateur, ou même si c'est un insight qui va concerner des utilisateurs internes. Donc voilà, c'est quelque chose un peu qu'on wipe out. Vraiment, après, on fait de la prio business purement. Mais du coup, effectivement, c'est que l'IQS, il permet de valider les insights qui vont aller en prio business. Donc, tous ceux qui sont en dessous de 3, soit effectivement, s'ils sont entre 0 et 1,5, on est là, bon, bah ok, on s'en préoccupe pas. S'ils sont entre 1,6 et 2,9, là, on va se dire, ok, il nous manque de la data et on va aller faire de la recherche complémentaire avant de pouvoir avoir un IQS qui est supérieur ou égal à 3. Et pour rebondir sur les deux questions, celle de Mathieu, du coup, pourquoi faire la QS? Parce que déjà, c'est pour faire bosser évidemment le reste de l'équipe uniquement sur des insights validés. Et maintenant, pour ta question, Nico, pourquoi ne pas mixer l'IQS et le RICE? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Mais en fait, le problème, c'est que tu vois, si on a un insight qui a un gros potentiel business, mais qui est tiré vers le bas par un IQS moyen, et ben du coup, ça va automatiquement le déprioriser. Alors que le gain, il pourrait être énorme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter en fait. On veut là maintenant être un peu agnostique par rapport du coup à sa véracité, tant que du coup, il a déjà été quand même, déjà qu'on lui a attribué en tout cas un niveau de fiabilité suffisant. En fait, après, on se dit que aussi, il y a déjà en plus un champ des possibles énorme quant à la solution qu'on va faire pour traiter cet insight. Donc, à un moment, il faut s'en détacher et il faut vraiment se focus voilà, sur l'apport et le risque quant à l'obtention du revenu. Et puis après, il y a quand même un truc aussi, hein. C'est comme dans tous les frameworks, il ne faut pas être ayatollah du truc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va se dire, OK, bah, typiquement, si il y a quelque chose qui passe un peu en dessous du radar ou autre, mais qu'on a besoin de le considérer, on va être flexible. Et l'idée aussi, et c'est ce qu'on a fait quand on a retravaillé l'IQS avec Romain et l'équipe, c'est de se dire comment est-ce qu'on l'adapte, comment est-ce qu'on est flexible, comment est-ce qu'on fait des itérations pour qu'au fur et à mesure, ça serve la boîte et que ce ne soit pas un truc gravé dans le marbre où il faut absolument faire comme ça et pas autrement. Voilà, c'est vraiment aussi l'idée, c'est de se dire que c'est quelque chose qui nous aide, mais que c'est pas absolument, c'est pas la vérité dans tout et qu'on va pas agir si, oulala, l'IQS, il n'est pas supérieur ou égal à 3. En fait, il y a aussi des... Enfin, faut être un peu flexible dans les marges, quoi. Mm. Ah, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je rebondis juste sur le fait que tout framework, c'est juste une aide pour un guide, mais c'est jamais une recette parfaite. Euh, c'est à chacun aussi de s'adapter à son besoin et à son besoin à soi, à besoin de l'équipe, un besoin des gens avec qui il travaille. C'est souvent aussi un moyen d'aider à aligner des attentes quand on ne parle pas forcément la même langue. Et c'est des outils en fait, et comme tout outil, ben, la question derrière c'est comment vous l'utilisez, et c'est jamais d'utiliser l'outil pour utiliser l'outil, quoi. Excellente transition, France. Et ben voilà, je te laisse continuer. Donc, en gros, concrètement, comment ça s'est passé? Ah, je suis encore pas sûre. Alors,
C'est ce que Romain disait au départ, c'est que moi, quand je suis arrivée, il y avait cette étude un peu, ces données quanti sur justement une page spécifique, qui était la PDP. J'ai caché un peu les chiffres parce que bon, on est confidentiel, hein, voilà. Mais il y avait un taux de sortie qui était assez haut. Il y avait une différence entre les gens qui ajoutaient au panier ou pas et une très forte interaction des utilisateurs avec les images. Et du coup, en introduisant la research, et pour le coup, la research localise, c'était de se dire, OK, maintenant on a des chiffres, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour que ça puisse être actionnable? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Et ça, c'était vraiment le point de départ, la pierre angulaire de la première étude qu'on ait faite, qui permettait aussi de passer par tout le funnel de méthodologie qu'on avait défini en disant, bah voilà, on fait la research, ensuite il y a l'IQS, ensuite il y a la prio, ensuite il y a des solutions, ensuite on teste et ensuite soit on go en dev ou alors on refait des itérations si on se rend compte que forcément ça ne fonctionne pas. Donc c'était vraiment aussi dans l'idée de bâtir des process qui sont encore plus solides pour dérisquer en fait tout simplement les décisions qui allaient être prises par les PM. La première étape, c'était de faire une recherche un peu plus quali sur la PDP, mais pas seulement. En fait, c'était de se dire, il y a des pages, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est un peu la base, mais oui, il y a des pages sur lesquelles les gens vont, mais en fait, ces pages, elles s'inscrivent dans un parcours et si on ne comprend pas le parcours, en fait, on ne va pas pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui fonctionne chez les gens, les pain points rencontrés, etc. Donc, du coup, ça, c'était assez nouveau chez Shiseido d'introduire qu'en fait, on allait interroger quelques utilisateurs parce qu'ils ne sont pas représentatifs, blablabla. Je vous passe un peu toute l'histoire du Kali versus le Quanti, mais on a expliqué que c'était complémentaire et que ce n'était pas forcément la représentativité qu'on cherchait forcément. Mais du coup, cette étude nous a permis de faire ressortir des insights qu'on a justement passé au crible de l'IQS et tous ceux qui étaient au-dessus de 3, on s'est dit qu'on allait bosser dessus. Donc, il y avait des insights sur lesquels l'équipe produit pouvait bosser parce que c'était dans leur giron et c'était en fait typiquement la présentation des reviews, c'était quelque chose qui était modifiable. En revanche, des choses qui étaient assez prégnantes sur le site de Shiseido et qu'on fait ressortir tous les utilisateurs, c'était que en fait, quand on va sur un site comme ça de cosmétiques, encore plus de luxe, il faut qu'on se sente dans une expérience de marque, qu'on ait l'impression de sentir, de toucher le produit, que vraiment on se projette. Il y a une informante qui me disait, ouais, quand je vais sur le site de Clarins, par comparaison, je vois l'orchidée, j'ai l'impression de me caresser avec l'orchidée, vraiment tout de suite, j'ai envie de l'acheter. Donc j'étais là, eh bien très bien, caressons-nous avec l'orchidée. Mais tout ça pour dire que, en gros, on a ressorti toutes les observations, tous les insights et on les a passés au crible de cet IQS pour se dire, OK, c'est vraiment ça sur lequel aujourd'hui on doit bosser plutôt qu'un sujet très précis sur la PDP bon, effectivement, il y a les reviews, mais il y avait aussi d'autres choses qui faisaient qu'il y avait un fort taux de rebond. Donc, on s'est dit, OK, donc les next steps, comment est-ce qu'on va bosser là-dessus en tant qu'équipe? Et on avait un autre problème, c'est que typiquement sur les visuels, les images, le contenu, c'était pas dans l'équipe, c'était du côté du marketing. Et comme dans toute bonne boîte qui se respecte, il y a quand même globalement un peu des silos. On n'est pas forcément tous en train de travailler ensemble gentiment avec des orchidées dans les champs. Et ça posait le problème de se dire, OK, nous, on a du budget pour faire bouger ces lignes-là. En fait, on se rend compte qu'il y a des insights qui sont du domaine du marketing et qu'on aura beau faire en fait les meilleures fonctionnalités du monde, changer les reviews, etc. sur la PDP, mais si à un moment, en fait, personne travaille sur les visuels, les gens ils vont toujours avoir l'impression que c'est une pauvre crème et ça ne va pas leur donner envie de l'acheter.
Et du coup, ce qui nous a permis avec l'IQS, et ça, je m'y attendais pas forcément, c'est de se focaliser sur les vrais problèmes et les prioriser. Ça, c'était pourquoi je l'avais introduit et j'étais là très contente que ça fonctionne. Mais le deuxième truc qui était hyper intéressant, c'est que ça a permis de déciloter un peu l'entreprise et d'embarquer le marketing. Et ça, honnêtement, c'est un effet un peu collatéral de la méthode, mais ça a permis vraiment d'aller plus loin. Donc, la première chose sur les reviews, bah voilà, on a réussi à bosser et de passer à un truc qui était où on voyait via Content Square qu'il y avait un problème, mais on ne comprenait pas. Et grâce à l'étude Cali, on a pu se dire, OK, voilà ce que les gens recherchent, ce dont ils ont besoin, etc., pour justement faire une nouvelle mouture. Donc ça, c'est la partie un peu classique hein, de la research. Et la deuxième chose, c'est sur les visuels. C'est la première fois en fait qu'on a fait un workshop avec le marketing parce qu'en fait on leur a présenté un peu toute la méthodo en fait voilà l'étude qu'on a faite voilà la méthodo de l'IQS etc et voilà où on a besoin de votre aide et à l'issue de cette réunion, ils étaient hyper intéressés. Ils nous ont dit, bah ouais, ok, on est chaud pour bosser avec vous. Alors que quand je parlais avec typiquement designer de l'équipe, ça faisait déjà quelques temps qu'ils essayaient de faire changer les choses, mais que ça marchait pas parce que justement, il y avait ce problématique de confiance dans la donnée et de pas juste dire ouais c'est ton interprétation mais en fait on a d'autres chats à fouetter. Du coup, on a bossé sur un workshop en se disant quels sont les attributs qu'on veut mettre dans les différentes images, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les contraintes. Typiquement, il y a des contraintes de budget pour refaire des shootings de packshots, ça coûte une blindasse. Et en fait, on a bossé ensemble, on s'est rendu compte que dans différents pays, il y avait déjà des shootings qui étaient faits et qu'on pouvait les récupérer pour le mettre en IMIA. Donc, on a essayé de chercher un peu tous ensemble des solutions pour résoudre cette problématique de visuel. Et du coup, le résultat, en fait, c'est que à gauche, là, c'est un des visuels, enfin une page produit qui était testée à l'époque quand on a fait le premier test, c'était en septembre et puis après ensuite en novembre. Et en fait, là, sur la droite, vous voyez dans les vignettes que déjà, il y a un peu plus de mise en scène du produit, qu'on a intégré des vidéos. Enfin, je dis on, moi, j'étais plus là en mission, hein, mais du coup, l'équipe a bossé sur les vidéos, sur la mise en place aussi de packshot avec des bénéfices, etc., qui permettaient justement de répondre aux problèmes remontés par les utilisateurs et vérifiés par l'IQS pour s'assurer qu'en fait, on ne bossait pas sur un truc qui n'avait aucun sens. Voilà, du coup, en fait, pour conclure, Romain, qu'as-tu envie de dire? Yes, pour résumer, je dirais, d'ailleurs, ça reprend quelques questions. Je dirais que l'IQS, voilà, c'est un framework qui peut paraître procédurier, rigide, mais qui nous apporte vraiment en matière d'efficacité, de vélocité et aussi de persuasion quand il s'agit de prouver la valeur de notre travail. Et donc, comme en parlait Pauline, en fait, on a pu convaincre l'équipe marketing, qui est quand même reine dans notre genre d'entreprise, de changer leur approche en direction artistique et d'outrepasser l'ADN très froid et statique de la marque. Donc ça, on n'aurait jamais pu le faire si on n'avait pas pu voilà, donner du poids à notre demande et à nos propos. Et c'est aussi ça, voilà, la valeur ajoutée de cette matrice, c'est que maintenant, lorsqu'on transmet des insights à cette équipe ou même à d'autres, on nous donne une certaine légitimité. Et maintenant, pour rebondir voilà, sur l'utilisation dans le temps de l'IQS, on note même plus systématiquement en fait les insights. On n'est pas obligé de le faire parce que c'est vrai que ça prend du temps et c'est quand même rébarbatif. Mais l'équipe de recherche, les data analysts et les UX researchers qui sont honneurs de cette notation, en fait, ils s'automodèrent. C'est-à-dire qu'ils vont invalider d'eux-mêmes des insights plus instinctivement, sans devoir faire des cérémonies dédiées au framework. Mais maintenant, même si voilà, c'est plus quelque chose d'hyper régulier, on l'utilise quand même toujours de temps en temps, ça nous permet d'être tous alignés dans nos attentes et de faciliter notre synchronisation. Et en plus, quand il y a un nouveau venu ou quoi que ce soit, ça nous sert de source de vérité en cas de débat. Et pour ajouter ça, en fait, la question aussi, c'est de se dire,
comment est-ce que ça va durer dans le temps, comment est-ce que ça va être pérennisé, mais c'est un peu la même chose, c'est ce que je raconte à chaque fois, que ce soit sur l'UX Research en tant que tel ou l'IQS, c'est que je le considère comme un produit et qu'on fait, là on a fait un MVP du produit, dont le nom c'est l'IQS, et au fur et à mesure on fait des itérations pour que ça corresponde toujours aux besoins de l'équipe, et que bah, si un jour il faut modifier, c'est pas très grave parce que on le modifie. C'est la même chose en fait sur le produit X Research. Quand on a commencé la mission avec Romain, bah, on a défini des OKR, etc. Et puis au fur et à mesure, il y avait la première brique, c'était le MVP du produit Research, et puis on a changé. Donc moi, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est hyper important, c'est que en fait, c'est un framework qui est avant tout un outil, mais qui est hyper malléable. Probablement que si je vais en mission dans une autre boîte, bah, peut-être que je vais apporter des modifications parce que en fait, le format de l'IQS actuellement ne correspond pas tout à fait aux besoins de l'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions encore? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vais laisser un peu de temps aux gens d'en écrire. Et du coup, je vais profiter de ce moment pour moi Attends, dire. attends, j'ai Ah, pas fini. pardon. Non, juste ma dernière slide, c'est les fleurs et les valises. C'est mon truc préféré que j'introduis chaque fois que je suis en mission chez mes clients, dans toutes les réunions, etc. Mais ça permet quand même de faire en sorte que ce soit beaucoup plus smooth. C'est en gros, les fleurs, c'est ce que vous avez trouvé bien dans la présentation, dans l'animation, etc. Et les valises, c'est bah, ce qui pourrait être amélioré, ce que vous avez trouvé moins bien, etc. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire là maintenant, mais j'adore les feedbacks, hein, c'est mon métier. Donc, si vous pouvez me l'envoyer sur LinkedIn ou l'envoyer à France ou à Romain, enfin, comme vous voulez, mais juste avoir un feedback sur le webinar, parce que c'est la première fois qu'on fait ça avec France. Et globalement, j'en ai pas fait 1000 non plus. Donc, bah, si on doit en refaire, c'est cool d'avoir des feedbacks, des fleurs et des valises. Oui, Voilà. donc du coup, s'il y a beaucoup de valises, plus jamais j'invite Pauline à faire un webinar. Et s'il y a beaucoup de fleurs, eh ben, je l'inviterai plus souvent. Voilà. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas trop de valises. Enfer. Mais donc, je te repasse la parole, France. Ouais, mais alors en fait, moi je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur les frameworks tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve que l'exemple là chez Shiseido qui est donné, c'est un super bon exemple de ce que c'est qu'un bon framework. C'est un bon framework, c'est quelque chose qui non seulement n'est pas trop rigide, quelque chose qu'on peut faire adapter à son besoin, mais aussi quelque chose qui, à la fin, son objectif, c'est que ça devienne, ça crée des bonnes habitudes. Et c'est ce que ça a fait chez vous, c'est-à-dire que maintenant, je trouve que c'est une hyper bonne chose que vous n'ayez plus besoin de le suivre à la lettre, parce que ça veut dire que ça a formé, ça a fait son travail de vous former et former l'équipe pour qu'ils prennent des bonnes habitudes et que maintenant ce soit devenu un réflexe et qu'il n'y ait plus besoin d'aller se référer à la règle, etc. Euh, et pour moi, c'est ça, en fait, le marqueur d'un bon framework et d'une bonne conduite de changement, entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais bon, voilà, dans ce cas-là. Euh, voilà, voilà. Et sinon, moi, pendant que vous écrivez vos fleurs et vos valises dans le chat, je vais juste partager un dernier truc, c'est que je profite du fait que en ce moment, je fais pas mal d'événements à la suite pour partager le fait que moi, je présente. Alors cette fois, c'est pas Tandems qui host, au contraire, je suis hostée par Flupa. C'est leur dernier événement de l'année scolaire avant l'été, juste avant UX Days. Et je vais faire un meet-up. Du coup, ça se passera le 11 juin à 18h45. C'est à Saint-Ouen, mais en fait, c'est vraiment juste à côté de la station de métro sur la ligne 14. Et donc, n'hésitez pas à venir. Je vous ai mis... Vous voyez mon écran? Vous voyez pas mon écran? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, Euh, on voit. Ok, très bien. Et donc, du coup, je vous ai mis ici de quoi vous inscrire et de ça, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin. Ça va être un chouette moment parce que en plus, Inetum, qui est donc le lieu qui nous accueille pour le meet-up, eh ben, je viens d'apprendre qu'il paye le cocktail. Voilà. Donc, si vous venez pas pour moi, venez pour la nourriture gratuite, ça fait toujours plaisir. Euh,
Voilà, voilou. Merci encore d'être venu. Merci d'avoir été là. Est-ce qu'il y a s'il n'y a pas de questions, euh, ah, s'il y a une question dans le chat, est-ce que Pauline, tu conseilles de faire l'IQS après une démarche avec une démarche d'Atomic... Non, après une démarche d'Atomic J'ai Research? répondu, en fait, je disais qu'on peut s'en parler parce que dire comme ça, oui, oui, mettez l'IQS en place, en fait, ça dépend vachement du contexte. Et si ça se trouve, ça peut être très bien, comme en fait, ça peut être complètement autre chose qu'il faut mettre en place. Du coup, sans avoir trop de contexte, j'ai un peu du mal à répondre. D'accord. Eh ben, merci pour cette réponse très transparente. Il y a quelqu'un qui pose la question si le prochain événement est en distanciel. Je peux être vu en distanciel. Je ne sais pas parce que c'est comme c'est pas moi qui le host, c'est Inetum et Flupa. Je crois qu'ils sont en train de discuter de comment est-ce qu'ils pourraient le rendre accessible en ligne aussi, mais pour l'instant, pas trop d'infos. Ben, dans ce cas-là, c'est parfait parce qu'on aura fait pile 1 heure. Merci encore à tous d'avoir été là. Merci pour votre présence, pour vos questions, parce que ça a généré des discussions hyper intéressantes. N'hésitez pas à venir toquer à nos portes sur LinkedIn, à Pauline, Romain et moi. Je sais que, enfin, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, je sais que quand on vient de poser des questions sur LinkedIn, j'y réponds toujours. Je ne réponds pas toujours dans la minute, mais je réponds toujours. Donc, n'hésitez absolument pas. Et puis, stay tuned pour de futurs événements. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Merci. Bonne soirée. Bye. soirée.